Spinoza, le secret caché. Derrière l'origine de l'humanité, saviez-vous qu'il existe un philosophe dont les révélations sur l'origine de l'humanité ont été si dangereuses que l'Église a tenté de les effacer de l'histoire pour toujours? Un homme qui a découvert des vérités si révolutionnaires qu'elles remettent en question tout ce que nous croyons savoir sur nos origines. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les conventions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit « j'aime » nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Imaginez un instant que tout ce qu'on vous a enseigné sur vos origines soit un mensonge soigneusement orchestré. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un génie du XVIIe siècle avait déjà percé le mystère de notre véritable nature, mais que ces découvertes ont été enterrées par peur de leurs implications révolutionnaires? Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'histoire extraordinaire de Baruch Spinoza, l'homme qui a osé défier les fondements même de la civilisation occidentale. Mais qui était vraiment cet homme mystérieux? Pourquoi ses idées étaient-elles si terrifiantes pour les autorités de son époque? Et surtout, quel secret avait-il découvert sur l'origine de l'humanité qui continue de bouleverser notre compréhension du monde aujourd'hui? L'enfant prodige, qui défiait l'ordre établi de l'histoire, commence dans les ruelles d'Amsterdam en 1632, au sein de la communauté juive portugaise qui avait fui l'Inquisition espagnole. Mais saviez-vous que dès son plus jeune âge, Baruch Spinoza montrait des signes d'une intelligence si exceptionnelle qu'elle inquiétait déjà ses maîtres? Né dans une famille de marchands prospères, le jeune Baruch semblait destiné à reprendre les affaires familiales. Pourtant, quelque chose d'extraordinaire couvait dans l'esprit de cet enfant. Dès l'âge de 6 ans, Spinoza maîtrisait l'hébreu, le portugais et le hollandais avec une facilité déconcertante. Mais ce qui troublait véritablement ses professeurs, c'était sa manie de poser des questions. Pas n'importe quelle question, des interrogations qui touchaient au fondement même des enseignements religieux. Comment un enfant si jeune pouvait-il déjà percevoir les contradictions que les adultes préféraient ignorer? Imaginez la scène. Un garçon de 10 ans qui demande à son rabbin pourquoi Dieu aurait créé l'humanité s'il savait déjà qu'elle pécherait. Pourquoi un être parfait ressentirait-il le besoin de créer quoi que ce soit? Et si Dieu est partout, où exactement se trouve-t-il? Ces questions, apparemment innocentes, révélaient déjà un esprit qui ne se contenterait jamais des réponses toutes faites. L'adolescence de Spinoza fut marquée par une soif insatiable de connaissances qui dépassait largement les limites de l'éducation rabbinique traditionnelle. Pendant que ses camarades se contentaient d'apprendre par cœur les textes sacrés, Baruch dévorait les œuvres de Maïmonide, d'Ibn Ezra et de Gersonide. Mais ce qui était encore plus remarquable, c'était sa capacité à identifier les contradictions internes de ces textes vénérés. Ses professeurs commençaient à s'inquiéter. Comment un jeune homme de 16 ans osait-il remettre en question des interprétations qui avaient été acceptées pendant des siècles? Ne comprenait-il pas le danger de ces interrogations? Mais pour Spinoza, il n'y avait pas de questions interdites. La vérité, quelle qu'elle soit, valait tous les risques. C'est vers cette époque que Spinoza découvrit les œuvres de Descartes et de Giordano Bruno. Ces lectures furent comme un éclair dans la nuit de sa pensée. Bruno, en particulier, avec ses idées sur l'infinité de l'univers et l'unité de la substance, résonnait profondément avec les intuitions naissantes du jeune philosophe. Mais saviez-vous que Bruno avait été brûlé vif par l'Inquisition pour ces mêmes idées? Spinoza était-il conscient du danger qu'il courait en explorant ces territoires interdits? La formation intellectuelle de Spinoza ne se limitait pas aux textes anciens. Il étudiait également les mathématiques, la physique et l'optique. Cette approche pluridisciplinaire était révolutionnaire pour l'époque. Pendant que ses contemporains séparaient rigidement la théologie, la philosophie et les sciences naturelles, Spinoza cherchait à comprendre l'unité fondamentale de toute connaissance. N'était-ce pas là le germe de sa future révolution conceptuelle?
Vers l'âge de 20 ans, Spinoza avait développé une méthode d'analyse textuelle d'une rigueur extraordinaire. Il appliquait aux textes sacrés les mêmes critères de cohérence logique qu'aux traités de géométrie. Cette approche révéla rapidement des problèmes majeurs dans les récits bibliques traditionnels. Comment Moïse avait-il pu décrire sa propre mort? Pourquoi existait-il deux récits contradictoires de la création? Ces questions n'étaient pas nouvelles, mais Spinoza les posait avec une précision et une audace inédites. Ses relations avec la communauté juive d'Amsterdam se détérioraient progressivement. Les anciens voyaient en lui un trouble fait dangereux qui risquait d'attirer l'attention hostile des autorités chrétiennes sur leur communauté déjà fragile. Ne comprenaient-ils pas que les questions de Spinoza ne venaient pas d'un esprit destructeur, mais d'une soif authentique de vérité? L'année 1654 marqua un tournant décisif. À 22 ans, Spinoza refusa catégoriquement de reprendre l'entreprise familiale. Il annonça à son père son intention de se consacrer entièrement à l'étude et à la recherche philosophique. Cette décision provoqua un scandale dans la famille. Comment un fils pouvait-il rejeter ainsi les traditions et les responsabilités familiales? Mais Spinoza avait-il vraiment le choix? Pouvait-on demander à un aigle de vivre dans une cage? C'est à cette époque que Spinoza commença à fréquenter les cercles intellectuels chrétiens d'Amsterdam. Il participait aux discussions organisées par Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur. Ces rencontres étaient extraordinairement stimulantes, mais elles ne passèrent pas inaperçues dans la communauté juive. Les rumeurs commençaient à circuler. Baruch Spinoza fréquentait des chrétiens, il posait des questions dangereuses sur la Bible, il remettait en question l'immortalité de l'âme. Les tensions atteignirent leur paroxysme en 1656. Spinoza, alors âgé de 24 ans, fut convoqué devant le tribunal rabbinique d'Amsterdam. L'accusation était grave, hérésie et blasphème. Mais qu'avait-il dit exactement? Selon les témoignages de l'époque, Spinoza aurait déclaré que Dieu n'était rien d'autre que la nature elle-même, que l'âme mourrait avec le corps, et que la Bible n'était qu'un livre écrit par des hommes comme les autres. Le procès qui s'ensuivit fut un moment dramatique de l'histoire de la pensée occidentale. D'un côté, les représentants d'une tradition millénaire qui avait survécu à toutes les persécutions en préservant jalousement ses croyances. De l'autre, un jeune homme qui incarnait l'esprit critique naissant de la modernité. Comment cette confrontation pouvait-elle se terminer autrement que par une rupture définitive? Les détails exacts des débats ne nous sont pas parvenus, mais nous savons que Spinoza refusa catégoriquement de renier ses convictions. On lui proposa une rente annuelle considérable s'il acceptait de garder le silence sur ses opinions controversées. Imaginez la tentation, une vie confortable en échange du silence sur ses découvertes révolutionnaires. Mais Spinoza était-il du genre à accepter de tels compromis? Sa réponse fut sans ambiguïté. Le 27 juillet 1656, la communauté juive d'Amsterdam prononça contre Baruch Spinoza l'excommunication la plus sévère de son histoire. Le texte de cette excommunication conservé dans les archives est d'une violence extraordinaire. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève, maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Mais pourquoi une telle violence? Qu'avait découvert Spinoza qui justifiait une réaction si extrême? La réponse se trouve dans la nature même de ses révélations sur l'origine de l'humanité. En remettant en question l'existence d'un Dieu personnel créateur, Spinoza sapait les fondements mêmes de l'ordre social et religieux. Si les humains n'étaient pas les créatures privilégiées d'un Dieu paternel, qu'est-ce qui justifiait l'autorité des prêtres et des rois? L'excommunication de Spinoza ne fut pas seulement un drame personnel, mais un événement symbolique qui marquait la naissance de la pensée moderne. Pour la première fois dans l'histoire occidentale, un individu acceptait de payer le prix ultime pour défendre sa conception révolutionnaire de la vérité. N'était-ce pas là l'acte de naissance de l'intellectuel moderne, de celui qui préfère la vérité à la sécurité? Chassé de sa communauté d'origine, rejeté par sa famille, Spinoza se retrouvait seul face à ses découvertes révolutionnaires.
Mais était-il vraiment seul? N'avait-il pas avec lui la compagnie éternelle de la vérité qu'il avait découverte? Et cette vérité sur l'origine de l'humanité n'allait-elle pas transformer à jamais notre compréhension de nous-mêmes? Le paria génial et sa révolution silencieuse. Que fait un homme de génie quand le monde entier lui tourne le dos? Comment Spinoza a-t-il survécu aux années qui suivirent son excommunication? Et surtout, comment a-t-il trouvé la force de continuer ses recherches révolutionnaires malgré l'hostilité générale? Après 1656, Spinoza devient véritablement un paria. Sa famille lui interdit sa porte, ses anciens amis l'évitent dans la rue, et même les autorités civiles d'Amsterdam le considèrent avec méfiance. Mais savez-vous ce qui est le plus remarquable dans cette période tragique? Loin de le briser, cette isolation sembla libérer complètement l'esprit créateur de Spinoza. Privé des contraintes sociales et familiales, il put enfin explorer librement les implications les plus radicales de ses découvertes. Il s'installe d'abord dans le petit village de Rijnsburg, près de Leyde. Imaginez la scène, un jeune homme de 24 ans, coupé de tout son univers familier, qui loue une chambre modeste chez un pharmacien local. Pour survivre, il apprend le métier de polisseur de lentilles, un travail minutieux qui convenait parfaitement à son tempérament méthodique et précis. Mais pendant qu'il polissait ses verres, que pensait-il? Ces heures de travail manuel n'étaient-elles pas propices à la méditation philosophique? La correspondance de cette époque révèle un Spinoza transformé. Loin d'être amer ou découragé, il semble avoir trouvé dans sa nouvelle condition une liberté intellectuelle extraordinaire. Il écrit à son ami Oldenburg « Je ne me plains ni de la fortune, ni de ma condition. Au contraire, je m'applique continuellement à me perfectionner. » Comment un homme qui avait tout perdu pouvait-il exprimer une telle sérénité? C'est durant cette période de solitude forcée que Spinoza développa les bases de sa philosophie révolutionnaire. Libéré des pressions communautaires, il pouvait enfin explorer sans contrainte ses intuitions les plus audacieuses sur la nature de Dieu, de l'homme et de l'univers. Les longues soirées d'hiver à Rijnsburg furent témoins de méditations qui allaient transformer la pensée occidentale. Mais qui aurait pu imaginer qu'un proscrit solitaire était en train de révolutionner notre compréhension de l'origine de l'humanité? Malgré son isolement apparent, Spinoza n'était pas complètement seul. Un petit cercle d'admirateurs clandestins commençait à se former autour de lui. Des intellectuels courageux qui bravaient les interdits sociaux pour venir discuter avec le philosophe maudit. Parmi eux, des médecins, des juristes, des marchands éclairés qui trouvaient dans les idées spinoziennes des réponses aux questions qui les tourmentaient depuis longtemps. Ces visiteurs nocturnes apportaient à Spinoza bien plus que de la compagnie. Ils lui fournissaient des livres rares, des nouvelles du monde intellectuel européen, et surtout, ils témoignaient que ces idées trouvaient un écho chez d'autres esprits libres. N'était-ce pas là la preuve que ces découvertes sur l'origine de l'humanité correspondaient à une aspiration profonde de l'époque? Vers 1661, Spinoza entreprend la rédaction de son premier grand ouvrage, le court traité sur Dieu, l'homme et son bien-être. Ce texte, écrit en hollandais pour être accessible au plus grand nombre, contenait déjà en germe toutes ces révolutions conceptuelles futures. Pour la première fois, un philosophe osait proposer une vision totalement naturaliste de l'origine humaine, sans recours à la transcendance ou au surnaturel. Mais comment un tel texte pouvait-il circuler dans l'Europe du XVIIe siècle? Spinoza avait-il conscience du danger qu'il faisait courir à ses lecteurs? Le court traité ne fut jamais publié du vivant de l'auteur. Il circulait uniquement sous forme de copies manuscrites, transmises secrètement de main en main comme un trésor interdit. Cette clandestinité ne renforçait-elle pas paradoxalement l'impact de ces révélations? Les autorités religieuses, tant protestantes que catholiques, commençaient à s'inquiéter sérieusement. Des rapports de police de l'époque mentionnent l'existence d'un cercle spinoziste qui répandrait des idées dangereuses sur la religion et l'origine de l'homme. En 1663, les États de Hollande prononcent un édit interdisant formellement l'enseignement de la doctrine de Spinoza dans les universités et les écoles.
Comment un simple polisseur de lentilles était-il devenu si redoutable aux yeux du pouvoir? C'est que les idées de Spinoza ne se contentaient pas de remettre en question des dogmes abstraits. Elles touchaient au fondement même de l'ordre social. Si l'humanité n'était pas le produit d'une création divine spéciale, si elle émergeait naturellement des processus cosmiques, alors sur quoi reposait l'autorité des églises? Comment justifier les hiérarchies sociales prétendument voulues par Dieu? Ces questions n'étaient-elles pas explosives dans l'Europe de l'Ancien Régime? Malgré ses persécutions croissantes, Spinoza poursuivait imperturbablement ses recherches. En 1163, il publie sa seule œuvre officiellement parue de son vivant, une exposition géométrique des principes de la philosophie de Descartes. Mais ce texte apparemment inoffensif contenait des critiques subtiles mais dévastatrices du dualisme cartésien. Spinoza y préparait discrètement le terrain pour sa propre conception moniste de la réalité. Les lecteurs attentifs y trouvaient-ils déjà les prémices de sa révolution conceptuelle? C'est durant cette période que Spinoza développe sa méthode révolutionnaire d'analyse des textes sacrés. Appliquant aux Écritures les principes de la critique historique et philologique, il découvrait des contradictions, des anachronismes et des impossibilités qui remettaient en question l'origine divine traditionnellement attribuée à ces textes. Si la Bible n'était qu'une œuvre humaine, que restait-il des récits sur l'origine spéciale de l'humanité? Ces découvertes étaient si dangereuses que Spinoza lui-même hésita longtemps avant de les publier. Il savait qu'elles déchaîneraient contre lui la fureur de toutes les confessions chrétiennes. Mais pouvait-il garder pour lui des vérités si importantes? N'avait-il pas le devoir de partager avec l'humanité sa nouvelle compréhension de ses origines véritables? En 1670, après des années d'hésitation, Spinoza publie anonymement son traité théologico-politique. L'effet fut immédiat et dévastateur. Jamais depuis l'invention de l'imprimerie, un livre n'avait provoqué une telle tempête. Les autorités religieuses de toute l'Europe dénoncèrent cet ouvrage comme le livre le plus diabolique qui ait jamais été écrit. Mais qu'y trouvait-elle de si terrifiant? Le traité révélait au grand jour les découvertes de Spinoza sur l'origine humaine des textes sacrés. Il montrait que les récits bibliques sur la création de l'humanité étaient des constructions littéraires tardives, sans fondement historique. Plus grave encore, il suggérait que ces récits servaient avant tout à légitimer l'autorité des prêtres et des rois. N'était-ce pas là une remise en question radicale de tout l'ordre établi? Mais le plus révolutionnaire dans ce texte, c'était la méthode elle-même. Spinoza montrait qu'on pouvait analyser les textes sacrés comme n'importe quels autres documents historiques, sans présupposer leur origine divine. Cette approche critique, qui nous semble évidente aujourd'hui, était absolument révolutionnaire au XVIIe siècle. Elle ouvrait la voie à une compréhension purement naturelle de l'origine des religions et des mythes sur la création de l'humanité. La réaction ne se fit pas attendre. Le livre fut immédiatement interdit dans la plupart des pays européens. En France, Louis XIV ordonna la saisie et la destruction de tous les exemplaires. En Angleterre, le Parlement vota une loi spéciale condamnant les doctrines athées de Spinoza. Même en Hollande, pourtant réputée pour sa tolérance, les autorités finirent par céder à la pression et interdire la diffusion de l'ouvrage. Mais était-il possible d'arrêter la circulation d'idées si puissantes? Le traité continua de circuler clandestinement, recopié à la main, traduit en secret, transmis de lecteur en lecteur, comme un feu souterrain qui ne demandait qu'à exploser. Chaque nouvelle copie répandait un peu plus la révolution conceptuelle initiée par Spinoza. Comment les autorités pouvaient-elles lutter contre la force de la vérité? L'ironie de l'histoire voulut que ces persécutions ne firent qu'amplifier l'influence de Spinoza. Plus on interdisait ses livres, plus on suscitait la curiosité. Plus on le dénonçait, plus on attirait l'attention sur ses découvertes révolutionnaires. Les tentatives de censure se transformaient paradoxalement en publicité pour ses idées. N'est-ce pas là une leçon éternelle sur l'impossibilité d'étouffer la vérité? Pendant ce temps, dans sa modeste demeure de La Haye, où il s'était installé en 1670, Spinoza travaillait à son œuvre maîtresse, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique.
Ce livre, qu'il savait être trop révolutionnaire pour être publié de son vivant, contenait sa vision la plus complète et la plus radicale sur l'origine et la nature de l'humanité. Pendant qu'il polissait ses équations philosophiques avec la même précision minutieuse qu'il apportait à ses lentilles, savait-il qu'il était en train d'écrire l'un des textes les plus importants de l'histoire de la pensée humaine, les fondements secrets de la révolution conceptuelle? Comment un homme seul, armé de sa seule raison, parvint-il à ébranler les fondements de 3 millénaires de traditions religieuses? Quel était le secret de la méthode spinozienne? Et pourquoi ses conclusions sur l'origine de l'humanité étaient-elles si irrésistibles qu'elles continuent encore aujourd'hui de transformer notre vision du monde? Pour comprendre la révolution opérée par Spinoza, il faut d'abord saisir la radicalité de sa méthode. Là où ses prédécesseurs se contentaient d'arguments d'autorité ou de révélations mystiques, Spinoza appliqua aux questions les plus fondamentales de l'existence une rigueur mathématique absolue. Il ne s'agissait plus de croire ou de supposer, mais de démontrer avec la même certitude qu'un théorème de géométrie. Cette approche était-elle révolutionnaire? Elle l'était au point de transformer à jamais notre façon de penser l'origine de l'humanité. La première découverte fondamentale de Spinoza concernait la nature même de la substance. Ses prédécesseurs, de Platon à Descartes, avaient multiplié les entités, l'âme et le corps, Dieu et la création, l'esprit et la matière. Mais Spinoza, appliquant le rasoir d'Occam avec une rigueur implacable, démontra qu'une seule substance suffisait à expliquer toute la réalité. Cette substance unique, qu'il appelait tantôt Dieu, tantôt nature, était-elle la clé de sa révolution conceptuelle? Imaginez l'audace de cette proposition. Tout ce qui existe, de l'étoile la plus lointaine à la pensée la plus intime, ne serait que des modes, des expressions temporaires d'une même réalité fondamentale. L'humanité ne serait plus une création spéciale, distincte du reste de l'univers, mais une manifestation particulière de cette substance unique. Cette vision ne révolutionnait-elle pas complètement notre compréhension de nos origines? Mais comment Spinoza était-il parvenu à cette conclusion extraordinaire? La réponse se trouve dans sa critique impitoyable du concept traditionnel de Dieu. Ses contemporains concevaient Dieu comme un être séparé du monde, agissant de l'extérieur sur sa création par sa volonté souveraine. Mais Spinoza démontra que cette conception était logiquement contradictoire. Comment un être parfait pourrait-il ressentir le manque qui le pousserait à créer? Comment un être éternel pourrait-il changer d'état en passant de non-créateur à créateur? Ces objections n'étaient pas nouvelles, mais Spinoza les poussa jusqu'à leurs conséquences ultimes. Si Dieu ne peut pas être séparé du monde sans contradiction, alors Dieu et le monde doivent être une seule et même réalité. Cette identification révolutionnaire de sive natura, Dieu ou la nature, changeait tout. Elle signifiait que l'humanité n'était pas le produit d'une volonté externe, mais l'expression naturelle de la réalité divine elle-même. N'était-ce pas là une transformation radicale de notre compréhension de nos origines? Cette découverte entraînait des conséquences vertigineuses pour la conception traditionnelle de l'homme. Si nous ne sommes plus des créatures privilégiées d'un Dieu personnel, que sommes-nous exactement? Spinoza répondait avec une précision mathématique. Nous sommes des modes finis de la substance infinie, des expressions temporaires de l'éternelle puissance créatrice de la nature. Cette définition, apparemment abstraite, contenait une révolution anthropologique complète. Car si l'humanité n'est qu'un mode de la substance divine, cela signifie que notre existence obéit aux mêmes lois naturelles que tous les autres phénomènes de l'univers. Nous ne sommes plus au-dessus des lois de la nature, mais pleinement intégrés dans le réseau causal universel. Cette naturalisation complète de l'humain n'était-elle pas la plus grande révolution conceptuelle depuis Aristote? Mais Spinoza ne se contentait pas de ces considérations métaphysiques abstraites. Il appliqua sa méthode révolutionnaire à l'analyse concrète des textes qui fondaient la vision traditionnelle de l'origine humaine. Son étude de la Bible, qu'il fut le premier à traiter comme un document purement historique,
révéla des contradictions et des impossibilités qui ruinaient définitivement sa prétention à l'inspiration divine. Comment Moïse avait-il pu décrire les circonstances de sa propre mort et de son enterrement? Pourquoi le Pentateuque contenait-il des expressions comme « jusqu'à ce jour » qui impliquaient une rédaction postérieure aux événements décrits? Pourquoi trouvait-on dans ces textes prétendument anciens des anachronismes linguistiques et historiques évidents? Ces questions, que Spinoza posait avec une précision de philologue, détruisaient l'édifice traditionnel de l'histoire sacrée. Plus grave encore, l'analyse spinozienne révélait que les différents livres de la Bible avaient été composés à des époques différentes, par des auteurs différents, dans des contextes politiques et sociaux spécifiques. Les récits sur l'origine de l'humanité n'étaient donc pas des révélations divines, mais des constructions littéraires répondant aux besoins idéologiques de leurs époques respectives. Cette découverte ne changeait-elle pas radicalement notre compréhension de ces textes? Spinoza montrait par exemple que le récit de la Genèse reflétait les conceptions cosmologiques primitives des anciens Hébreux, pas une science divine éternelle. L'idée que l'homme avait été créé à l'image de Dieu n'était qu'une projection anthropomorphique, une façon humaine de se représenter le divin. En réalité, c'était Dieu qui était conçu à l'image de l'homme, pas l'inverse. Cette inversion ne révolutionnait-elle pas complètement notre compréhension des rapports entre humanité et divinité? Ces découvertes philologiques s'articulaient parfaitement avec les conclusions métaphysiques de Spinoza. Si les textes sacrés n'étaient que des œuvres humaines, et si Dieu n'était autre que la nature elle-même, alors l'humanité retrouvait sa véritable place dans l'ordre cosmique, non pas comme créature privilégiée d'un Dieu personnel, mais comme expression naturelle de la puissance créatrice universelle. Cette naturalisation complète de l'origine humaine n'était-elle pas la plus grande libération conceptuelle de l'histoire? Mais Spinoza ne s'arrêtait pas à ces considérations négatives. Sa philosophie proposait une vision positive extraordinairement riche de la condition humaine. Si nous sommes des expressions de la substance divine, cela signifie que nous participons de sa perfection dans la mesure de nos possibilités finies. Notre intelligence, notre capacité d'aimer, notre créativité artistique et scientifique ne sont pas des dons accordés de l'extérieur, mais des manifestations naturelles de notre essence divine. N'est-ce pas là une conception infiniment plus noble de l'humanité? Cette vision spinozienne impliquait aussi une révolution éthique complète. Si nous ne sommes pas des créatures pécheresses ayant besoin de rédemption externe, mais des expressions naturelles de la perfection divine, alors notre tâche n'est pas de nous humilier devant une autorité transcendante, mais de développer au maximum nos capacités naturelles. La sagesse, la science, l'art et l'amour deviennent les voies royales de notre perfectionnement. N'était-ce pas là une éthique infiniment plus positive et stimulante que la morale du péché et de la culpabilité? L'influence de cette révolution conceptuelle commençait déjà à se faire sentir du vivant de Spinoza. Ses correspondants européens, Leibniz, Oldenburg, Tschirnaus et bien d'autres, témoignaient de l'impact profond de ces idées sur leurs propres réflexions. Même ses adversaires les plus acharnés reconnaissaient implicitement la force de ces arguments en s'épuisant à les réfuter. Comment expliquer une telle influence si ces découvertes sur l'origine de l'humanité n'avaient pas touché quelque chose d'essentiel dans l'esprit de son époque? Pourtant, Spinoza savait bien que ses idées étaient en avance sur son temps. C'est pourquoi il prit la décision de ne pas publier de son vivant son œuvre maîtresse, l'Éthique. Il écrivait à un correspondant « Je préfère laisser mes écrits paraître après ma mort plutôt que d'exposer ma tranquillité à des attaques continuelles. » Cette prudence ne témoignait-elle pas de sa conscience aiguë de la portée révolutionnaire de ses découvertes? Car l'Éthique contenait la synthèse la plus complète et la plus radicale de sa vision révolutionnaire. Dans ce livre extraordinaire, Spinoza démontrait avec une rigueur géométrique que l'humanité était une expression naturelle et nécessaire de la réalité divine, soumise comme tout le reste aux lois éternelles de la nature. Cette naturalisation complète de l'humain, jointe à sa divinisation paradoxale,
constituait une révolution conceptuelle dont nous mesurons encore aujourd'hui toutes les implications. Mais le plus extraordinaire dans cette œuvre, c'était peut-être sa dimension prophétique. Spinoza y anticipait les grandes découvertes de la science moderne, l'évolutionnisme, la psychanalyse, la neurobiologie, l'écologie. Sa vision de l'humanité, comme produit naturel de l'évolution cosmique, préfigurait Darwin de 2 siècles. Sa conception de l'inconscient déterminant nos actions annonçait Freud. Sa compréhension de l'unité psychosomatique anticipait les neurosciences contemporaines. Comment un homme du XVIIe siècle avait-il pu voir si loin dans l'avenir de la connaissance humaine? La réponse se trouve peut-être dans la méthode elle-même. En appliquant une rigueur mathématique absolue aux questions fondamentales de l'existence, Spinoza avait découvert des vérités si profondes qu'elles transcendaient son époque. Ses conclusions sur l'origine naturelle de l'humanité n'étaient pas des opinions philosophiques, parmi d'autres, mais des découvertes objectives qui attendaient simplement d'être confirmées par le progrès des sciences. N'est-ce pas là la marque du génie véritable? Anticiper sur l'avenir en poussant la raison jusqu'à ses limites extrêmes? Existe-t-il des vérités si puissantes qu'elles peuvent transformer à jamais notre compréhension de ce que signifie être humain? Des découvertes si révolutionnaires qu'elles continuent de bouleverser notre vision du monde, 3 siècles après avoir été formulées. Si vous aimez les histoires inspirantes, qui défient les conventions et révèlent des secrets cachés de notre existence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire qui va changer votre perspective sur l'origine de l'humanité. Dites-moi, dans les commentaires, de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, un petit « j'aime » nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire fascinante à plus de personnes. Nous voici maintenant face à l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire de la pensée humaine. Comment les idées révolutionnaires de Spinoza sur notre véritable nature ont-elles secrètement influencé les plus grands esprits des siècles suivants? Et pourquoi ces découvertes résonnent-elles encore si puissamment avec les avancées les plus récentes de la science moderne? La nature humaine révélée, l'homme, comme expression vivante de l'infini, qu'est-ce qui distingue véritablement l'être humain du reste de la nature? Cette question, qui a hanté les philosophes depuis l'Antiquité, trouve chez Spinoza une réponse si révolutionnaire qu'elle continue aujourd'hui encore de transformer notre compréhension de nous-mêmes. Mais êtes-vous prêt à découvrir une vérité qui pourrait remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur votre propre nature? Dans les dernières années de sa vie, retiré dans sa modeste demeure de La Haye, Spinoza peaufinait sa vision la plus audacieuse de la condition humaine. Tandis qu'il polissait ses lentilles avec cette précision minutieuse qui caractérisait tout son travail, son esprit élaborait une conception de l'humanité si nouvelle, si différente de tout ce qui avait été pensé auparavant, qu'elle allait révolutionner à jamais notre compréhension de nos origines et de notre destinée. Imaginez un instant la radicalité de sa proposition. L'être humain n'est ni une créature déchue ayant besoin de rédemption, ni un accident de la nature, ni même une espèce animale parmi d'autres. Nous sommes, selon Spinoza, des expressions conscientes de la puissance infinie de l'univers, des modes par lesquels la réalité divine prend conscience d'elle-même. Cette vision ne transformait-elle pas complètement notre compréhension de ce que signifie être humain? Pour saisir toute la portée révolutionnaire de cette conception, il faut d'abord comprendre comment Spinoza concevait la structure même de la réalité. Contrairement à ses prédécesseurs qui séparaient rigidement l'esprit et la matière, l'âme et le corps, Spinoza démontrait que ces distinctions étaient artificielles. La réalité était une, et cette substance unique s'exprimait simultanément sous une infinité d'attributs, dont nous ne connaissons que 2, l'étendue et la pensée. Cette découverte révolutionnaire signifiait que chaque être humain était simultanément un corps matériel soumis aux lois de la physique et un esprit pensant participant à l'ordre éternel des idées. Mais attention, il ne s'agissait pas de 2 substances distinctes mystérieusement unies, comme le pensait Descartes.
C'était une seule et même réalité vue sous deux aspects différents, comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Cette unité psychosomatique ne préfigurait-elle pas de 2 siècles les découvertes les plus avancées des neurosciences contemporaines? Spinoza illustrait cette unité par une analogie saisissante. L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. Cela signifiait que chaque état mental correspondait exactement à un état corporel, et réciproquement. Nos pensées les plus abstraites, nos émotions les plus intimes, nos créations artistiques les plus sublimes n'étaient pas des phénomènes mystérieux échappant aux lois naturelles, mais l'expression mentale de processus corporels parfaitement déterminés. Cette vision ne révolutionnait-elle pas notre compréhension du rapport entre esprit et matière? Mais la découverte la plus stupéfiante de Spinoza concernait la nature même de la conscience humaine. Contrairement à la tradition philosophique qui concevait l'esprit comme une substance simple et indivisible, Spinoza démontrait que notre mental était un système complexe d'idées interconnectées, constamment en mouvement et en transformation. Nous ne sommes pas des égos fixes et immuables, mais des processus dynamiques en perpétuelle évolution. Cette conception processuelle de l'identité personnelle était révolutionnaire. Elle signifiait que ce que nous appelons « moi » n'était qu'une configuration temporaire d'idées et d'affects, une cristallisation momentanée du flux universel de la conscience. Nous ne sommes pas des îlots isolés de subjectivité, mais des tourbillons dans l'océan infini de la pensée cosmique. Cette vision ne préfigurait-elle pas les découvertes contemporaines sur la plasticité neuronale et la nature distribuée de la conscience? Plus révolutionnaire encore était la conception spinozienne de l'individualité humaine. Pour lui, chaque personne était définie par un pattern unique de relations, une configuration spécifique de la puissance universelle. Nous ne sommes pas des substances séparées, mais des nœuds dans le réseau infini des connexions cosmiques. Notre individualité ne vient pas de notre séparation d'avec le monde, mais de notre façon unique d'exprimer et de concentrer les forces universelles. Cette vision systémique de l'identité ne résonne-t-elle pas puissamment avec l'écologie moderne et la pensée complexe contemporaine? Cette compréhension révolutionnaire de la nature humaine entraînait des conséquences vertigineuses pour notre conception de la liberté et de la responsabilité. Si nous sommes entièrement déterminés par les lois naturelles comme le reste de l'univers, que devient notre libre arbitre? Spinoza apportait à cette question cruciale une réponse d'une subtilité extraordinaire qui continue aujourd'hui encore de fasciner les philosophes et les scientifiques. Il distinguait soigneusement entre 2 formes de déterminisme. Être déterminé par des causes externes, ce qu'il appelait la servitude, et être déterminé par sa propre nature, ce qu'il nommait la liberté. Un homme libre n'était pas celui qui échappait aux lois de la causalité, chose impossible selon Spinoza, mais celui qui agissait conformément à sa propre essence, guidé par la raison plutôt que par les passions aveugles. Cette conception compatibiliste de la liberté ne préfigure-t-elle pas les débats contemporains en neurosciences et en philosophie de l'esprit? Pour comprendre cette liberté spinozienne, il faut saisir sa conception révolutionnaire des émotions humaines. Contrairement à la tradition philosophique qui opposait raison et passion, Spinoza démontrait que les émotions étaient des formes de connaissance, des façons pour l'organisme d'évaluer sa situation et de s'orienter dans le monde. La joie signalait une augmentation de notre puissance d'agir, la tristesse une diminution, le désir orientait notre énergie vers ce qui pouvait nous perfectionner. Cette naturalisation complète de la vie émotionnelle était révolutionnaire. Elle signifiait que nos sentiments les plus intimes n'étaient pas des troubles irrationnels à réprimer, mais des informations précieuses sur notre rapport au monde. Un homme sage n'était pas celui qui étouffait ses émotions, mais celui qui les comprenait assez pour les transformer en outils de connaissance et d'action. Cette approche cognitive des émotions ne préfigure-t-elle pas de 3 siècles les thérapies comportementales et cognitives contemporaines? Spinoza appliquait cette méthode révolutionnaire à l'analyse des passions politiques et religieuses de son époque.
Il montrait comment la peur, la colère, l'espoir et la haine façonnaient les comportements collectifs, comment les leaders habiles manipulaient ces affects pour maintenir leur pouvoir. Mais loin de se contenter de cette analyse critique, il proposait une véritable thérapeutique des passions tristes, une méthode pour transformer les émotions destructrices en force créatrice. Le secret de cette transformation résidait dans la compréhension. Plus nous comprenons les causes qui nous déterminent, plus nous acquérons de pouvoir sur elles. Un affect subi passivement nous asservit, mais le même affect compris et assumé nous libère. La connaissance de nos déterminismes devient paradoxalement l'instrument de notre liberté. Cette alchimie de la conscience ne constitue-t-elle pas l'une des découvertes les plus précieuses de la pensée occidentale? Mais la révolution anthropologique de Spinoza ne s'arrêtait pas à ses considérations individuelles. Elle s'étendait à sa conception de la société et de l'histoire humaine. Si les hommes sont des expressions naturelles de la puissance cosmique, alors leurs associations, leurs conflits, leurs créations collectives obéissent également à des lois naturelles qu'il est possible de comprendre et d'orienter. Cette naturalisation de la politique et de l'histoire ne préfigurait-elle pas les sciences sociales modernes? Spinoza développait ainsi une vision évolutionnaire de l'humanité qui anticipait de 2 siècles les théories darwiniennes. L'espèce humaine n'était pas apparue par miracle ou création spéciale, mais par complexification progressive de formes de vie plus simples. Notre intelligence, notre moralité, notre créativité artistique et scientifique n'étaient pas des dons surnaturels, mais des capacités naturelles développées au cours d'un long processus évolutionnaire. Cette vision naturaliste de l'émergence humaine ne résonne-t-elle pas puissamment avec la paléoanthropologie contemporaine? Plus révolutionnaire encore était sa conception de l'avenir de l'humanité. Si nous sommes des expressions conscientes de la puissance créatrice universelle, alors notre destinée n'est pas fixée une fois pour toutes, mais ouverte sur des possibilités infinies de développement et de perfectionnement. L'humanité peut évoluer vers des formes de conscience et d'organisation sociale dont nous n'avons aujourd'hui qu'une vague intuition. Cette vision prospective ne préfigure-t-elle pas les réflexions contemporaines sur le transhumanisme et l'évolution dirigée? Dans les derniers mois de sa vie, Spinoza travaillait à un traité politique qui devait appliquer ses découvertes sur la nature humaine à l'organisation de la cité idéale. Hélas, la mort l'emporta avant qu'il ait pu achever ce projet. Mais les fragments qui nous sont parvenus révèlent une vision politique d'une modernité saisissante, une démocratie fondée sur la raison plutôt que sur la tradition. Une société où chacun pourrait développer ses capacités naturelles sans entrave, un État conçu comme instrument de libération collective plutôt que comme appareil de domination. Cette vision politique découlait logiquement de sa conception révolutionnaire de la nature humaine. Si nous sommes tous des expressions de la même substance divine, alors aucune hiérarchie naturelle ne peut justifier l'oppression d'un groupe par un autre. Si notre essence est de développer notre puissance d'agir et de comprendre, alors la société idéale est celle qui favorise ce développement pour tous. Cette égalité ontologique fondamentale ne constituait-elle pas le fondement philosophique le plus solide des droits humains? Mais Spinoza ne se faisait aucune illusion sur la difficulté de réaliser cet idéal. Il savait que les hommes étaient le plus souvent dominés par leurs passions aveugles, manipulés par des leaders cyniques, empêtrés dans des superstitions qui les maintenaient dans l'ignorance et la servitude. La libération de l'humanité ne pouvait être que progressive, résultat d'un long travail d'éducation et d'élévation des consciences. Cette lucidité sociologique ne témoignait-elle pas d'un réalisme politique remarquable? C'est pourquoi Spinoza accordait une importance cruciale à l'éducation et à la diffusion des connaissances. Seule la généralisation du savoir rationnel pouvait libérer l'humanité de ses chaînes mentales et sociales. Chaque individu qui accédait à la compréhension de sa véritable nature contribuait à l'élévation collective de l'espèce. Cette foi dans le pouvoir émancipateur de la connaissance ne constitue-t-elle pas l'un des fondements de la modernité démocratique? Les dernières années de Spinoza
furent ainsi consacrés à cette œuvre d'éducation clandestine. Malgré les persécutions et les interdictions, il continuait de recevoir des visiteurs, de correspondre avec des intellectuels de toute l'Europe, de former discrètement une génération de disciples qui perpétuerait son héritage. Cette activité souterraine ne préparait-elle pas la révolution intellectuelle qui allait transformer l'Europe des Lumières? Quand il mourut en février 1677, à l'âge de 44 ans seulement, Spinoza laissait derrière lui une vision de la nature humaine si révolutionnaire qu'elle continue aujourd'hui encore de nourrir nos réflexions les plus avancées. Sa conception de l'homme comme expression consciente de la puissance cosmique, sa compréhension de l'unité psychosomatique, sa vision évolutionnaire de l'humanité constituent un héritage intellectuel d'une richesse inépuisable. Mais comment cet héritage allait-il se transmettre et fructifier dans les siècles suivants? L'héritage secret. Comment Spinoza transforma silencieusement la pensée occidentale? Peut-on imaginer que les idées d'un homme seul, rejeté par sa communauté et persécuté par les autorités de son temps, finissent par transformer souterrainement toute la civilisation occidentale? Comment les découvertes révolutionnaires de Spinoza sur la nature humaine ont-elles réussi à influencer secrètement les plus grands penseurs des siècles suivants, jusqu'à façonner notre vision moderne du monde? L'histoire de cette influence clandestine commence dès la mort de Spinoza, en 1677. Ses amis fidèles, menés par le médecin Georg Hermann Schuler, prirent immédiatement les dispositions nécessaires pour publier ses œuvres posthumes. Ils savaient que l'Éthique et les autres manuscrits inédits contenaient des vérités trop importantes pour être perdues, malgré les dangers que représentait leur publication. Cette fidélité héroïque des premiers spinozistes ne témoigne-t-elle pas de la force extraordinaire des idées qu'ils avaient pour mission de transmettre? La publication des Opera Postuma à la fin de 1667 provoqua immédiatement une tempête à travers l'Europe savante. Jamais auparavant un livre n'avait suscité des réactions si passionnées et contradictoires. Les autorités religieuses de tous bords dénoncèrent cet ouvrage comme le livre le plus dangereux qui ait jamais été écrit, tandis qu'une minorité d'esprits libres y découvrait les fondements d'une nouvelle vision du monde. Cette polarisation extrême ne révélait-elle pas que Spinoza avait touché quelque chose d'essentiel dans la sensibilité de son époque? Mais le plus remarquable dans cette réception, c'était la fascination qu'exerçaient les idées spinoziennes, même sur leurs plus farouches opposants. Pour réfuter efficacement l'éthique, il fallait d'abord la comprendre, et cette compréhension transformait insidieusement ceux qui s'y livraient. Ainsi Pierre Bayle, le grand critique des systèmes philosophiques, consacra-t-il de nombreuses pages de son dictionnaire à Spinoza, officiellement pour le condamner, mais ses analyses révélaient une familiarité troublante avec les subtilités du système qu'il prétendait combattre. Cette ambiguïté caractérisait l'attitude de tout le XVIIIe siècle envers l'héritage spinozien. Publiquement, les philosophes des Lumières se démarquaient du spinozisme, terme devenu synonyme d'athéisme et de matérialisme. Mais privément, dans leurs correspondances et leurs notes personnelles, ils révélaient une dette considérable envers les intuitions révolutionnaires du philosophe d'Amsterdam. Cette schizophrénie intellectuelle ne témoignait-elle pas de la puissance subversive des idées spinoziennes? Voltaire incarnait parfaitement cette ambivalence. Dans ses œuvres publiques, il critiquait sévèrement l'athée Spinoza et ses doctrines dangereuses. Mais dans ses carnets privés, il notait « Spinoza est le seul philosophe qui ait eu des idées nettes sur Dieu ». Cette contradiction apparente révélait en fait la stratégie de l'époque. S'approprier subrepticement les découvertes spinoziennes, tout en maintenant officiellement une distance prudente. N'était-ce pas là la meilleure preuve de leur influence réelle? Diderot était encore plus explicite dans son admiration clandestine pour Spinoza. Dans ses entretiens privés avec Goethe, il confessait « Si j'avais à choisir entre Platon et Spinoza, je n'hésiterais pas. » Ses propres œuvres, du rêve de d'Alembert aux articles de l'Encyclopédie, portèrent la marque profonde de la vision spinozienne de l'unité de la nature et de l'humanité. Cette filiation souterraine ne constituait-elle pas l'un des canaux principaux de transmission de l'héritage révolutionnaire?
Mais c'est peut-être chez les philosophes allemands de la fin du XVIIIe siècle que l'influence spinozienne se manifesta de la façon la plus spectaculaire. La querelle du panthéisme qui opposa Jacobi à Mendelssohn autour de la prétendue conversion secrète de Lessing au spinozisme révéla l'ampleur de la fascination qu'exerçaient les idées de Spinoza sur l'élite intellectuelle allemande. Comment expliquer autrement qu'un débat sur l'interprétation posthume des opinions d'un dramaturge ait pu passionner toute l'Allemagne savante? Cette polémique eut des conséquences décisives pour l'évolution de la philosophie allemande. Elle contraignit Kant à clarifier sa position vis-à-vis du spinozisme dans la critique de la faculté de juger. Elle inspira à Fichte son système de l'idéalisme transcendantal. Elle nourrit les méditations de Schelling sur l'absolu et l'identité de la nature et de l'esprit. Elle alimenta la dialectique hégélienne de l'esprit et de la nature. Cette fécondité philosophique extraordinaire ne témoignait-elle pas de la richesse inépuisable de l'héritage spinozien? Goethe, le génie universel de Weimar, fut peut-être celui qui comprit le mieux la portée révolutionnaire de Spinoza. Dans ses conversations avec Eckermann, il déclarait sans ambages « Spinoza ne me quitte jamais ». Sa conception de la nature comme totalité vivante et créatrice, sa vision de l'homme comme microcosme reflétant le macrocosme, sa compréhension de l'art comme expression de la puissance créatrice universelle portait la marque évidente de l'influence spinozienne. Cette synthèse géniale de la science, de la philosophie et de la poésie ne réalisait-elle pas l'idéal spinozien de l'unité du savoir? L'influence de Spinoza ne se limitait pas au domaine de la philosophie pure. Elle s'étendait aux sciences naissantes de l'homme et de la société. Les premiers anthropologues, comme Herder, puisaient dans sa vision évolutionnaire de l'humanité les éléments d'une compréhension naturaliste de la diversité des cultures. Les précurseurs de la sociologie, comme Saint-Simon, s'inspiraient de sa conception déterministe de l'histoire pour élaborer leur théorie du progrès social. Cette fécondité interdisciplinaire ne révélait-elle pas l'universalité de la révolution conceptuelle initiée par Spinoza? Mais c'est au XIXe siècle que l'héritage spinozien connut ses développements les plus spectaculaires. Les grandes synthèses philosophiques de Schelling et de Hegel étaient impensables sans les fondements posés par l'éthique. L'idéalisme allemand, malgré ses critiques du dogmatisme spinozien, ne faisait que développer et systématiser l'intuition fondamentale de l'unité absolue de la réalité. Cette filiation était si évidente que Hegel lui-même reconnaissait être spinoziste est le commencement nécessaire de toute philosophie. Plus révolutionnaire encore fut l'influence de Spinoza sur l'émergence des sciences humaines modernes. Sa méthode d'analyse rationnelle des passions humaines inspira les premiers psychologues scientifiques. Sa conception déterministe de l'histoire nourrit la réflexion des fondateurs de la sociologie. Sa vision évolutionnaire de l'humanité prépara l'accueil des théories darwiniennes. Cette anticipation géniale des découvertes futures ne témoignait-elle pas de la profondeur exceptionnelle de ses insights sur la nature humaine? Charles Darwin lui-même, bien qu'il n'ait jamais cité explicitement Spinoza, développait une conception de l'évolution qui réalisait parfaitement l'intuition spinozienne de l'émergence naturelle de la complexité à partir de la simplicité. L'idée que l'intelligence humaine et la moralité pouvaient s'expliquer par sélection naturelle sans recours à une intervention surnaturelle constituait la confirmation scientifique des spéculations métaphysiques de l'éthique. Cette inconvergence remarquable entre philosophie du XVIIe siècle et science du XIXe ne révélait-elle pas la justesse des intuitions spinoziennes? Karl Marx, autre géant du XIXe siècle, entretenait avec l'héritage spinozien des rapports complexes mais décisifs. Sa conception matérialiste de l'histoire, sa critique de l'aliénation religieuse, sa vision de l'homme comme être générique devaient beaucoup aux analyses de l'éthique. Mais Marx dépassait Spinoza en historicisant sa métaphysique, en montrant comment les structures éternelles de la réalité se manifestaient à travers les contradictions concrètes de l'histoire sociale.
Cette dialectisation de Spinoza ne constituait-elle pas l'un des développements les plus féconds de son héritage? Freud, le fondateur de la psychanalyse, reconnaissait explicitement sa dette envers Spinoza. Il voyait en lui le précurseur de sa propre découverte de l'inconscient déterministe. La conception spinozienne des affects comme force naturelle, obéissant à des lois causales rigides, préfigurait la théorie freudienne des pulsions. L'idée que la connaissance de nos déterminismes inconscients pouvait nous en libérer partiellement constituait le fondement même de la cure analytique. Cette filiation directe ne témoignait-elle pas de la modernité saisissante de la psychologie spinozienne? Einstein, enfin, incarnait peut-être mieux que tout autre la persistance de l'inspiration spinozienne dans la science contemporaine. Sa religiosité cosmique, sa conviction que Dieu ne joue pas aux dés, sa recherche obstinée d'une théorie unifiée de l'univers s'enracinait directement dans la vision spinozienne de l'unité rationnelle du réel. Quand on lui demandait s'il croyait en Dieu, Einstein répondait invariablement « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe ». Cette fidélité spirituelle ne révélait-elle pas l'actualité permanente de la révolution spinozienne, mais l'influence la plus profonde et la plus durable de Spinoza réside peut-être dans la transformation silencieuse qu'il a opérée dans notre façon même de concevoir la place de l'humanité dans l'univers. Avant lui, l'homme occidental se pensait comme créature privilégiée d'un Dieu personnel, centre et finalité de la création. Après lui, nous avons progressivement appris à nous concevoir comme expression naturelle de la créativité cosmique, participant actif de l'évolution universelle. Cette révolution copernicienne de l'anthropologie ne constitue-t-elle pas l'héritage le plus précieux du génie de Spinoza? Aujourd'hui encore, alors que les neurosciences confirment l'unité psychosomatique, que l'écologie révèle notre interdépendance avec la biosphère, que la cosmologie nous montre notre enracinement dans l'évolution stellaire, nous continuons de redécouvrir la justesse des intuitions spinoziennes. Notre époque, confrontée aux défis du transhumanisme et de l'intelligence artificielle, retrouve dans l'éthique des ressources conceptuelles d'une modernité saisissante. Cette persistance de la pertinence spinozienne ne témoigne-t-elle pas du caractère prophétique de son génie? La révélation finale, quand la science moderne confirme les intuitions de Spinoza. Comment un philosophe du XVIIe siècle a-t-il pu anticiper, avec une précision stupéfiante, les découvertes les plus révolutionnaires de la science contemporaine? Quels secrets Spinoza avait-il percés sur la nature de l'humanité qui ne sont confirmés qu'aujourd'hui par les avancées les plus pointues de la recherche scientifique? Nous voici arrivés au moment le plus extraordinaire de notre exploration, la révélation que les intuitions géniales de Spinoza sur l'origine et la nature humaine trouvent aujourd'hui leur validation dans les laboratoires du monde entier. Cette convergence remarquable entre la philosophie du XVIIe siècle et la science du XXIe siècle ne relève pas du hasard. Elle témoigne de la profondeur exceptionnelle des insights spinoziens sur la structure fondamentale de la réalité. Mais comment expliquer qu'un homme armé de sa seule raison ait pu voir si loin dans l'avenir de la connaissance humaine? N'est-ce pas là la marque du génie véritable? Atteindre des vérités si profondes qu'elles transcendent leur époque. Commençons par le domaine où la confirmation est peut-être la plus spectaculaire, les neurosciences contemporaines. Depuis les travaux pionniers de Ramón y Cajal sur les neurones jusqu'aux dernières découvertes sur la plasticité cérébrale, la science moderne a progressivement validé l'intuition centrale de Spinoza, l'unité fondamentale de l'esprit et du corps. Chaque état mental correspond exactement à un état neuronal. Chaque émotion a une configuration particulière de l'activité cérébrale. N'est-ce pas exactement ce que proclamait le éthique? L'ordre et la connexion des idées sont même que l'ordre et la connexion des choses.
Antonio Damasio, l'un des neuroscientifiques les plus respectés de notre époque, a consacré un livre entier à montrer comment Spinoza avait anticipé les découvertes contemporaines sur les bases neurobiologiques des émotions. Selon Damasio, le philosophe d'Amsterdam avait compris bien avant la science moderne que les sentiments n'étaient pas des phénomènes purement mentaux, mais des processus psychosomatiques complexes impliquant tout l'organisme. Cette prescience scientifique ne témoigne-t-elle pas d'une compréhension extraordinairement profonde de la nature humaine? Plus remarquable encore, Spinoza avait intuitivement saisi que la conscience n'était pas une entité simple et indivisible, mais un processus complexe émergeant de l'intégration d'informations multiples. Cette vision processuelle de l'esprit, révolutionnaire au XVIIe siècle, correspond exactement aux théories contemporaines de la conscience distribuée et de l'intégration d'informations. Comment expliquer une telle convergence si ce n'est par la justesse fondamentale des analyses spinoziennes? La confirmation spinozienne ne se limite pas aux neurosciences. L'écologie moderne, avec sa compréhension des écosystèmes et de la biosphère, valide magnifiquement l'intuition spinozienne de l'interdépendance universelle. Nous découvrons aujourd'hui que l'humanité n'est pas séparée de la nature, mais profondément intégrée dans les cycles bio-géochimiques de la planète. Notre survie dépend de la santé des océans, des forêts, de l'atmosphère. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza enseignait, que nous sommes des modes finis de la substance infinie, des expressions particulières de la puissance créatrice, universelle? L'hypothèse Gaïa de James Lovelock, qui conçoit la Terre comme un système autorégulé, résonne puissamment avec la vision spinozienne de la nature comme totalité dynamique et créatrice. La découverte que les organismes vivants ne subissent pas passivement leur environnement, mais le transforment activement, confirme l'intuition spinozienne que nous sommes des forces créatrices participant à l'évolution cosmique. Cette convergence entre écologie scientifique et métaphysique spinozienne ne révèle-t-elle pas l'actualité permanente de sa vision du monde? La biologie évolutionnaire moderne apporte une confirmation encore plus spectaculaire des intuitions spinoziennes. Darwin avait déjà validé l'idée que l'humanité émergeait naturellement de processus évolutionnaires, sans intervention surnaturelle. Mais les découvertes contemporaines sur l'épigénétique, l'évolution culturelle et la coévolution, Gène Culture, révèlent une plasticité de l'évolution humaine que Spinoza avait génialement anticipée. La théorie de la construction de niches montre comment les organismes modifient activement leur environnement, créant ainsi de nouvelles pressions sélectives qui orientent leur propre évolution. L'humanité constitue l'exemple le plus spectaculaire de ce phénomène. Par la culture, la technique et la science, nous transformons continuellement nos conditions d'existence, dirigeant ainsi notre propre devenir. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza enseignait, que nous pouvons devenir cause adéquate de notre propre perfectionnement? Avez-vous déjà imaginé qu'une seule découverte philosophique puisse déclencher une révolution qui transformerait à jamais l'humanité? Que les idées d'un homme persécuté et incompris continuent aujourd'hui encore de bouleverser notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers? Si vous êtes passionné par les histoires qui révèlent les secrets les mieux gardés de notre civilisation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune révélation de cette extraordinaire saga intellectuelle. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui et à quelle heure vous découvrez cette histoire fascinante. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit j'aime nous aiderait énormément à partager ces découvertes révolutionnaires avec le plus grand nombre. Nous, voici maintenant face aux révélations les plus troublantes de cette enquête historique exceptionnelle. Comment les idées révolutionnaires de Spinoza sur l'origine de l'humanité ont-elles secrètement miné les fondements du pouvoir religieux et politique? Et pourquoi ces découvertes continuent-elles aujourd'hui encore de menacer les structures établies au point que certaines vérités restent encore cachées au grand public? Le complot du silence.
Comment les pouvoirs tentèrent d'effacer Spinoza de l'histoire imaginée. Un instant l'ampleur de la terreur qui s'empara des autorités européennes quand elles réalisèrent la portée explosive des découvertes spinoziennes sur l'origine de l'humanité. Comment des institutions millénaires, fondées sur l'idée que l'homme était une créature spéciale d'un Dieu personnel, pouvaient-elles survivre à la révélation que nous étions simplement des expressions naturelles de la créativité cosmique? N'était-ce pas là une remise en cause si radicale de tout l'ordre établi qu'elle justifiait toutes les persécutions? L'histoire de cette répression systématique commence dès la publication des œuvres posthumes de Spinoza en 1677. Les autorités religieuses de toute l'Europe comprirent immédiatement qu'elles se trouvaient face à la menace la plus grave jamais portée contre leurs fondements doctrinaux. Car contrairement aux hérésies précédentes, qui ne remettaient en question que tel ou tel dogme particulier, la philosophie spinozienne sapait l'édifice entier de la religion révélée. Comment pouvait-on maintenir l'autorité des églises si la Bible n'était qu'un livre humain et si Dieu n'était autre que la nature elle-même? La réaction ne se fit pas attendre. En France, Bossuet, le grand orateur sacré, consacra plusieurs sermons à dénoncer l'athéisme systématique de Spinoza. Il comprenait parfaitement que cette philosophie, si elle se répandait, ruinerait définitivement l'autorité de l'Église catholique. Comment maintenir la soumission des fidèles s'ils apprenaient que leur salut ne dépendait pas de la grâce divine dispensée par les prêtres, mais de leur propre développement rationnel et moral? Cette lucidité stratégique de Bossuet ne témoignait-elle pas de la justesse de son diagnostic sur le danger spinozien? En Angleterre, les autorités anglicanes ne furent pas moins alarmées. Le philosophe Samuel Clarke, champion de l'orthodoxie religieuse, multiplia les réfutations du spinozisme qu'il considérait comme la forme la plus subtile et la plus dangereuse de l'athéisme. Mais ce qui inquiétait le plus Clarke, c'était la séduction qu'exerçaient les idées spinoziennes sur les esprits cultivés de son époque. Comment expliquer que des hommes intelligents et vertueux puissent être attirés par une doctrine si contraire aux enseignements chrétiens, si cette doctrine ne contenait pas quelques vérités troublantes? Les autorités civiles ne tardèrent pas à rejoindre le combat, car elles comprenaient que la remise en cause spinozienne de l'origine divine de l'humanité menaçait également les fondements de leur propre légitimité. Si les hommes n'étaient pas naturellement inégaux par la volonté de Dieu, si les hiérarchies sociales n'étaient pas inscrites dans l'ordre divin de la création, sur quoi reposait l'autorité des rois et des nobles? Cette question explosive explique pourquoi les pouvoirs temporels s'associèrent si étroitement à la répression du spinozisme. Louis XIV, le roi Soleil, ordonna personnellement la saisie et la destruction de tous les exemplaires des œuvres de Spinoza qui circulaient en France. Cette mesure exceptionnelle révélait l'inquiétude profonde du monarque face aux implications politiques de la philosophie spinozienne. Comment maintenir l'autorité royale de droit divin si les sujets apprenaient que leur soumission n'était justifiée par aucune nécessité naturelle ou divine? Cette persécution royale ne témoignait-elle pas de la lucidité politique de Louis XIV face aux dangers révolutionnaires? Mais les autorités découvrirent rapidement que les idées ne se détruisent pas aussi facilement que les livres. Malgré les saisies, les interdictions et les persécutions, les œuvres de Spinoza continuaient de circuler clandestinement. Des copies manuscrites passaient de main en main, des résumés secrets se transmettaient oralement, des traductions pirates apparaissaient dans toute l'Europe. Cette résistance souterraine ne prouvait-elle pas que les vérités découvertes par Spinoza répondaient à une aspiration profonde de l'époque? Face à l'échec de la censure directe, les pouvoirs développèrent des stratégies plus subtiles. Ils tentèrent de discréditer Spinoza en répandant des calomnies sur sa vie privée, en déformant ses idées, en les associant aux doctrines les plus extrêmes. Cette guerre de l'information avant la lettre révélait la sophistication croissante des méthodes de manipulation de l'opinion. Mais ces tentatives de désinformation n'aboutirent-elles pas paradoxalement à accroître la curiosité du public pour les idées qu'on voulait lui cacher? L'une des stratégies les plus pernicieuses consistait à présenter le spinozisme
comme une doctrine purement destructrice, négative, sans proposition constructive. Cette déformation systématique visait à occulter l'aspect le plus révolutionnaire de la philosophie spinozienne, sa vision positive et libératrice de la condition humaine. En présentant Spinoza uniquement comme un athée destructeur, on espérait détourner l'attention de sa véritable découverte, que l'humanité pouvait s'épanouir pleinement sans recours à des autorités transcendantes. Cette manipulation de l'opinion ne révélait-elle pas la conscience aiguë qu'avaient les pouvoirs de la force subversive des idées spinoziennes? Parallèlement à cette répression ouverte, s'organisait une récupération plus subtile. Certains théologiens éclairés tentaient d'édulcorer les découvertes spinoziennes en les vidant de leur substance révolutionnaire. Ils prétendaient concilier la vision spinozienne de Dieu avec l'orthodoxie chrétienne, neutralisant ainsi son potentiel subversif. Cette stratégie d'absorption et de neutralisation ne témoignait-elle pas d'une compréhension profonde des mécanismes par lesquels les idées révolutionnaires peuvent être récupérées et désamorcées? Mais la résistance à Spinoza ne venait pas seulement des autorités établies. Elle provenait aussi de l'inertie mentale des masses, conditionnées depuis des siècles à accepter leurs conditions comme naturelles et voulues par Dieu. Comment faire comprendre à des populations entières que leur soumission n'était justifiée par aucune nécessité divine ou naturelle? Cette résistance psychologique ne constituait-elle pas l'obstacle le plus redoutable à la diffusion des idées libératrices? C'est pourquoi les premiers disciples de Spinoza développèrent des stratégies de diffusion particulièrement sophistiquées. Ils créèrent des réseaux clandestins de circulation des textes, des codes pour dissimuler les références explicites au maître, des techniques de double langage pour faire passer les idées révolutionnaires sous couvert de discours apparemment orthodoxes. Cette résistance intellectuelle organisée ne préfigurait-elle pas les mouvements de libération idéologique des siècles suivants? L'un des épisodes les plus révélateurs de cette guerre souterraine fut la querelle du panthéisme qui agita l'Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. Quand Jacobi révéla que Lessing, le grand dramaturge des Lumières, était secrètement spinoziste, ce fut un séisme dans l'intelligentsia européenne. Comment l'un des esprits les plus respectés de l'époque avait-il pu adhérer à une doctrine officiellement condamnée? Cette révélation ne prouvait-elle pas que l'influence spinozienne était beaucoup plus étendue qu'on ne l'imaginait? Cette polémique eut des conséquences considérables. Elle contraignit de nombreux intellectuels à prendre position publiquement sur Spinoza, contribuant paradoxalement à faire connaître ses idées à un public plus large. Elle révéla l'existence d'un parti spinoziste souterrain qui comptait dans ses rangs les esprits les plus brillants de l'époque. Cette publicité involontaire ne constitua-t-elle pas l'une des victoires les plus importantes de la stratégie spinozienne? Car c'était bien d'une stratégie qu'il s'agissait. Les disciples de Spinoza avaient compris que leurs idées étaient trop révolutionnaires pour être diffusées ouvertement. Ils développèrent donc des méthodes de transmission indirecte, d'influence progressive, de contamination conceptuelle qui s'avérèrent redoutablement efficaces. Cette patience stratégique ne témoignait-elle pas de leur compréhension profonde des mécanismes de transformation des mentalités? Avez-vous déjà imaginé qu'une seule découverte philosophique puisse déclencher une révolution qui transformerait à jamais l'humanité? Que les idées d'un homme persécuté et incompris continuent aujourd'hui encore de bouleverser notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers? Si vous êtes passionné par les histoires qui révèlent les secrets les mieux gardés de notre civilisation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune révélation de cette extraordinaire saga intellectuelle. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui et à quelle heure vous découvrez cette histoire fascinante. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit j'aime nous aiderait énormément à partager ces découvertes révolutionnaires avec le plus grand nombre. Nous voici maintenant face aux révélations les plus troublantes de cette enquête historique exceptionnelle.
Comment les idées révolutionnaires de Spinoza sur l'origine de l'humanité ont-elles secrètement miné les fondements du pouvoir religieux et politique? Et pourquoi ces découvertes continuent-elles aujourd'hui encore de menacer les structures établies au point que certaines vérités restent encore cachées au grand public? Le complot du silence. Comment les pouvoirs tentèrent d'effacer Spinoza de l'histoire imaginée? Un instant l'ampleur de la terreur qui s'empara des autorités européennes quand elles réalisèrent la portée explosive des découvertes spinoziennes sur l'origine de l'humanité. Comment des institutions millénaires, fondées sur l'idée que l'homme était une créature spéciale d'un Dieu personnel, pouvaient-elles survivre à la révélation que nous étions simplement des expressions naturelles de la créativité cosmique? N'était-ce pas là une remise en cause si radicale de tout l'ordre établi qu'elle justifiait toutes les persécutions? L'histoire de cette répression systématique commence dès la publication des œuvres posthumes de Spinoza en 1677. Les autorités religieuses de toute l'Europe comprirent immédiatement qu'elles se trouvaient face à la menace la plus grave jamais portée contre leurs fondements doctrinaux. Car contrairement aux hérésies précédentes, qui ne remettaient en question que tel ou tel dogme particulier, la philosophie spinozienne sapait l'édifice entier de la religion révélée. Comment pouvait-on maintenir l'autorité des églises si la Bible n'était qu'un livre humain et si Dieu n'était autre que la nature elle-même? La réaction ne se fit pas attendre. En France, Bossuet, le grand orateur sacré, consacra plusieurs sermons à dénoncer l'athéisme systématique de Spinoza. Il comprenait parfaitement que cette philosophie, si elle se répandait, ruinerait définitivement l'autorité de l'Église catholique. Comment maintenir la soumission des fidèles s'ils apprenaient que leur salut ne dépendait pas de la grâce divine dispensée par les prêtres, mais de leur propre développement rationnel et moral? Cette lucidité stratégique de Bossuet ne témoignait-elle pas de la justesse de son diagnostic sur le danger spinozien? En Angleterre, les autorités anglicanes ne furent pas moins alarmées. Le philosophe Samuel Clarke, champion de l'orthodoxie religieuse, multiplia les réfutations du spinozisme qu'il considérait comme la forme la plus subtile et la plus dangereuse de l'athéisme. Mais ce qui inquiétait le plus Clarke, c'était la séduction qu'exerçaient les idées spinoziennes sur les esprits cultivés de son époque. Comment expliquer que des hommes intelligents et vertueux puissent être attirés par une doctrine si contraire aux enseignements chrétiens, si cette doctrine ne contenait pas quelques vérités troublantes? Les autorités civiles ne tardèrent pas à rejoindre le combat, car elles comprenaient que la remise en cause spinozienne de l'origine divine de l'humanité menaçait également les fondements de leur propre légitimité. Si les hommes n'étaient pas naturellement inégaux par la volonté de Dieu, si les hiérarchies sociales n'étaient pas inscrites dans l'ordre divin de la création, sur quoi reposait l'autorité des rois et des nobles? Cette question explosive explique pourquoi les pouvoirs temporels s'associèrent si étroitement à la répression du spinozisme. Louis XIV, le roi Soleil, ordonna personnellement la saisie et la destruction de tous les exemplaires des œuvres de Spinoza qui circulaient en France. Cette mesure exceptionnelle révélait l'inquiétude profonde du monarque face aux implications politiques de la philosophie spinozienne. Comment maintenir l'autorité royale de droit divin si les sujets apprenaient que leur soumission n'était justifiée par aucune nécessité naturelle ou divine? Cette persécution royale ne témoignait-elle pas de la lucidité politique de Louis XIV face aux dangers révolutionnaires? Mais les autorités découvrirent rapidement que les idées ne se détruisent pas aussi facilement que les livres. Malgré les saisies, les interdictions et les persécutions, les œuvres de Spinoza continuaient de circuler clandestinement. Des copies manuscrites passaient de main en main, des résumés secrets se transmettaient oralement, des traductions pirates apparaissaient dans toute l'Europe. Cette résistance souterraine ne prouvait-elle pas que les vérités découvertes par Spinoza répondaient à une aspiration profonde de l'époque? Face à l'échec de la censure directe, les pouvoirs développèrent des stratégies plus subtiles. Ils tentèrent de discréditer Spinoza en répandant des calomnies sur sa vie privée, en déformant ses idées,
en les associant aux doctrines les plus extrêmes. Cette guerre de l'information avant la lettre révélait la sophistication croissante des méthodes de manipulation de l'opinion. Mais ces tentatives de désinformation n'aboutirent-elles pas paradoxalement à accroître la curiosité du public pour les idées qu'on voulait lui cacher? L'une des stratégies les plus pernicieuses consistait à présenter le spinozisme comme une doctrine purement destructrice, négative, sans proposition constructive. Cette déformation systématique visait à occulter l'aspect le plus révolutionnaire de la philosophie spinozienne, sa vision positive et libératrice de la condition humaine. En présentant Spinoza uniquement comme un athée destructeur, on espérait détourner l'attention de sa véritable découverte, que l'humanité pouvait s'épanouir pleinement sans recours à des autorités transcendantes. Cette manipulation de l'opinion ne révélait-elle pas la conscience aiguë qu'avaient les pouvoirs de la force subversive des idées spinoziennes? Parallèlement à cette répression ouverte, s'organisait une récupération plus subtile. Certains théologiens éclairés tentaient d'édulcorer les découvertes spinoziennes en les vidant de leur substance révolutionnaire. Ils prétendaient concilier la vision spinozienne de Dieu avec l'orthodoxie chrétienne, neutralisant ainsi son potentiel subversif. Cette stratégie d'absorption et de neutralisation ne témoignait-elle pas d'une compréhension profonde des mécanismes par lesquels les idées révolutionnaires peuvent être récupérées et désamorcées? Mais la résistance à Spinoza ne venait pas seulement des autorités établies. Elle provenait aussi de l'inertie mentale des masses, conditionnées depuis des siècles à accepter leurs conditions comme naturelles et voulues par Dieu. Comment faire comprendre à des populations entières que leur soumission n'était justifiée par aucune nécessité divine ou naturelle? Cette résistance psychologique ne constituait-elle pas l'obstacle le plus redoutable à la diffusion des idées libératrices? C'est pourquoi les premiers disciples de Spinoza développèrent des stratégies de diffusion particulièrement sophistiquées. Ils créèrent des réseaux clandestins de circulation des textes, des codes pour dissimuler les références explicites au maître, des techniques de double langage pour faire passer les idées révolutionnaires sous couvert de discours apparemment orthodoxes. Cette résistance intellectuelle organisée ne préfigurait-elle pas les mouvements de libération idéologique des siècles suivants? L'un des épisodes les plus révélateurs de cette guerre souterraine fut la querelle du panthéisme qui agita l'Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. Quand Jacobi révéla que Lessing, le grand dramaturge des Lumières, était secrètement spinoziste, ce fut un séisme dans l'intelligentsia européenne. Comment l'un des esprits les plus respectés de l'époque avait-il pu adhérer à une doctrine officiellement condamnée? Cette révélation ne prouvait-elle pas que l'influence spinozienne était beaucoup plus étendue qu'on ne l'imaginait? Cette polémique eut des conséquences considérables. Elle contraignit de nombreux intellectuels à prendre position publiquement sur Spinoza, contribuant paradoxalement à faire connaître ses idées à un public plus large. Elle révéla l'existence d'un parti spinoziste souterrain qui comptait dans ses rangs les esprits les plus brillants de l'époque. Cette publicité involontaire ne constitua-t-elle pas l'une des victoires les plus importantes de la stratégie spinozienne? Car c'était bien d'une stratégie qu'il s'agissait. Les disciples de Spinoza avaient compris que leurs idées étaient trop révolutionnaires pour être diffusées ouvertement. Ils développèrent donc des méthodes de transmission indirecte, d'influence progressive, de contamination conceptuelle qui s'avérèrent redoutablement efficaces. Cette patience stratégique ne témoignait-elle pas de leur compréhension profonde des mécanismes de transformation des mentalités?